Bienvenue dans cette vidéo de la FNAPAF, qui est la Fédération nationale des associations et amis des personnes âgées et de leurs familles. Dans le contexte du scandale Orpea, de la récente élection présidentielle et de la prochaine élection parlementaire, la FNAPAF pousse un cri. N'oubliez pas les vieux. Nous avons avec nous ce matin Philippe Troulard, membre de la FNAPAF. Et Philippe, je te laisse tout de suite la parole si tu veux bien te présenter. Merci Joseph. Bon, je vais me présenter assez rapidement, simplement pour dire que ma contribution à la FNAPAF a eu pour origine, comme beaucoup d'entre nous, un cas personnel. Je ne vais pas m'étendre sur cette situation. Moi, je pense qu'on va en discuter après, mais toute cette problématique du grand âge m'a fait me motiver. Et je me suis rapproché de cette fédération, la FNAPAF, dont je suis aujourd'hui le délégué Occitanie et je suis localisé sur Toulouse. Voilà très rapidement, Joseph, ma présentation. Merci Philippe. Alors de mon côté, rapide aussi, je m'appelle Joseph Kromnacher. J'ai été pendant un certain nombre d'années à la FNAPAF, mais je l'ai quitté il y a plusieurs années. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je suis un peu dans le rôle du journaliste, si vous voulez bien. Alors Philippe, la première question, que je ne suis pas le seul à me la poser, nous sommes nombreux à nous poser cette question. Est-ce que la place de l'ancien n'a pas été oubliée, trop oubliée ou complètement oubliée dans la société actuelle? Alors, Joseph, vous parlez de société et je crois que ce terme-là nous amène à une considération transversale de cette question. Ma première réponse serait en fait le manque de projection vers l'avenir global dont on souffre dans tous les domaines aujourd'hui, avec une vue focalisée sur l'immédiateté et puis donc une vue focalisée sur le temps présent. Alors cela étant dit, eh ben, cette problématique du grand âge, de la considération des vieux, hein, le terme vieux n'est peut-être pas le plus, je dirais, le plus noble, mais toujours est-il que, alors il y a plusieurs niveaux. Il y a la question du renoncement politique. Donc depuis des années, on s'aperçoit qu'au niveau politique, la considération des problématiques du grand âge et de l'accompagnement des pertes d'autonomie et bien ma foi, on a eu beaucoup de promesses, mais finalement très peu de concrétisation. Alors le niveau politique, on y reviendra, je suppose. Et puis on peut aussi voir que même chacun dans sa vie, chaque citoyen avec cette considération de l'immédiateté et de la focalisation du temps présent, en vient finalement à ne pas se poser peut-être et voire certainement les bonnes questions sur son avenir, pour ne pas dire son devenir dans le grand âge. C'est-à-dire que la personne arrive confrontée à une perte d'autonomie et ben, cette perte d'autonomie, je dirais qu'il se la prend, la personne se la prend en pleine figure parce qu'en fait, on n'a pas appréhendé, on n'a pas préparé cette période importante de la vie. Alors, il y a aussi un dernier point qui est le terme qui est la famille, parce que je parle de la personne en tant que telle. Peut-être qu'il y a quelques années, on aurait pu dire la personne et la famille. Nos anciens étaient dans les familles, étaient accompagnés. Bon, bien aujourd'hui, la place de l'ancien dans les familles n'est plus la même. L'entraide familiale, elle a perdu ses valeurs humaines, et parce que les proches ont eux-mêmes à faire face à leurs propres difficultés. Et puis, j'ose le dire, difficultés qui viennent s'inscrire dans un monde libéral de plus en plus économiquement compétitif. Et pour élargir la considération, monde dans lequel, je terminerai là-dessus ma réponse, la place de l'humain se restreint peu à peu. Oui, c'est vrai, le monde compétitif, on aura certainement l'occasion d'y revenir. Mais alors, Philippe, pourquoi on a parlé à un moment donné d'une loi grand âge? Qu'est-ce que c'est cette loi grand âge dont on a parlé? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça?
Alors, la loi grand âge, eh bien, on en parle, disons-le, il faut le reconnaître qu'on en parle depuis bien quand notre président Emmanuel Macron avait pris en juin 2018 un engagement de porter ce qu'il nommait une loi relative à la dépendance. Alors, cet engagement avait été réaffirmé par ses soins en 2020. Et c'est vrai que le terme grand âge est apparu dans cette période. Et en plus, il y a eu une loi grand âge et autonomie, mais cette loi grand âge et autonomie qui avait été promise, elle a été finalement mise à l'oubli, pour ne pas dire complètement écarté dans un conseil des ministres du 8 septembre 2021. Alors les prétextes de cela eh bien, sont passés un peu inaperçus dans notre société parce que on focalisait sur la crise sanitaire. J'en profite pour dire quand même que la crise sanitaire nous a fait aussi oublier les anciens, mais c'est un autre, je dirais, c'est un autre sujet. Le calendrier parlementaire était chargé et tous ces prétextes avoués ont finalement été, disons acceptés. Et donc et puis en plus là-dessus, s'est greffée la réforme des retraites qui semble aujourd'hui être devenue pour notre président Emmanuel Macron un lien obligé sans lequel une telle réforme ne peut être considérée. Oui. Ça fait qu'effectivement, pour l'instant, on ne sait pas très bien où on va avec tout ça. Mais en même temps, Philippe, il y a eu un projet de loi de financement de la sécurité sociale qu'on appelle PLFSS. C'est un petit peu rébarbatif hein, pour les gens qui ne sont pas branchés sur l'économie publique, mais en 2022, qui a été adopté définitivement le 29 novembre 2021. Est-ce que ce projet de loi, il n'y a pas des choses qui sont inscrites dedans qui seraient une réponse acceptable pour la fédération et pour tous les gens qui pensent comme elle? Alors, on va peut-être simplifier. En effet, Joseph, vous parlez de projet de loi de financement de la sécurité sociale. Restons focalisés tout simplement sur le terme financement, c'est-à-dire comment allons-nous financer cette problématique du grand âge dans l'avenir. Alors, je parlais tout à l'heure de cet engagement de juin 2018, de la remise en cause en septembre 2021. Et en effet, comme par hasard, est arrivé de manière séquencée ce projet de loi le 29 novembre 2021, où on a fait croire je dirais, au public que ce projet de loi était une réponse. Et ce qui est quand même assez intéressant de voir, c'est que le 29 novembre, l'adoption au 29 novembre 2021, il y avait avant cela un rapport qui avait été demandé par le Premier ministre à un conseiller d'État, Dominique Libault, qui est le président du Haut Conseil du financement de la protection sociale. Et ce rapport a été remis au Premier ministre en mars 2019. Le nom de ce rapport, l'appellation, c'est Concertation, grand âge et autonomie. Donc, mars 2019, on était dans un séquencement d'espérance, j'oserais dire. Et puis, on a oublié ce rapport, on y reviendra peut-être, Joseph, par la suite, un rapport qui a 225 pages. Alors, ce n'est pas le premier rapport que nous avons sur ces problématiques du grand âge. Il faut reconnaître que ce rapport est assez exhaustif, mais ce rapport, il a été oublié. Et finalement, on est arrivé, pour revenir à ce projet de loi de financement du 29 novembre 2021, à des mesures qui certes ont le mérite d'exister. On parle d'augmentation des rémunérations d'aide à domicile, par exemple, des revalorisations salariales, mais ce sont des réponses extrêmement limitées et qui n'englobent pas la problématique et l'espérance de disons, pour pouvoir affronter la problématique du grand âge. Mmh. Alors, ce rapport Libault, c'est vrai qu'on en avait entendu parler, Philippe. C'est un travail évidemment qui avait l'air, et on l'a lu les uns et les autres, très, très conséquent. Est-ce qu'il est caduc? Est-ce qu'il est plus valable? Est-ce que les choses qu'il y avait dedans et toutes les propositions, les analyses qu'il y avait dedans, est-ce qu'elles restent d'actualité pour avancer?
répondrai qu'en disant il faut espérer qu'il ne soit pas caduc, parce qu'en fait, nos habitudes, on voit dans les périodes passées, et comme dans certains autres domaines, les rapports se multiplient. C'est-à-dire que lorsqu'on ne veut pas mettre en place un rapport, on recrée une situation pour un nouveau rapport. Moi, je pense qu'en effet, que ce rapport, il a le mérite d'exister. Il y a dans ce rapport 175 propositions pour une politique nouvelle et forte du grand âge en France, jusqu'à aborder d'ailleurs également les questions du financement. Ce qui est intéressant, il suffit d'aller voir le site officiel du ministère des Solidarités et de la Santé. Hein. On peut taper concertation, grand âge et autonomie et on arrive à ce lien du gouvernemental. Et on a toujours cette page de l'année 2019 avec toute l'espérance. Et ce qui, moi, m'a frappé quand je suis revenu sur ces considérations, c'est ce qu'avait dit à l'époque Madame la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, le 28 mars 2019, quand le rapport lui a été remis. Et Joseph, si vous me permettez, simplement citer ce qu'elle disait à l'époque. Alors, ce sont des phrases extraites, hein, mais les phrases que je vais vous dire sont celles-ci. Le sujet que nous évoquons aujourd'hui, disait-elle, est hors norme. Il est à la fois universel et intime. Nous ressentons tous, et je ressens personnellement, l'urgence qu'il y a de répondre à la détresse de ceux qui perdent leur autonomie et aux inquiétudes de leurs proches. Elle poursuivait en disant « À l'échelle de tous, le vieillissement et la perspective de la fin de vie sont des évidences absolues. À l'échelle de chacun, et lorsqu'il concerne nos proches, il compose une vérité refusée, parfois douloureuse. » Comment dire autrement ce que nous attendions à l'époque? Et je reviens sur la question précédente. Ces mots qui ont le mérite d'exister, je suis convaincu de la sincérité à l'époque de la ministre quand elle disait cela. Je crois que elle avait bien évidemment lu le rapport de Dominique Libault, et je crois que la simple lecture du rapport de Dominique Libault ne peut que nous mener à ces mots. Et malheureusement, pour revenir au financement, eh bien le financement de novembre 2021, on est passé à un degré très, très en dessous. Alors évidemment, donc, il y a tout ça, il y a tous ces bagages, il y a cet énorme dossier. Ce qu'on attend, si je comprends bien, Philippe, c'est que ça devienne des actes concrets. Hein. C'était l'idée hein, que vous aviez probablement à l'esprit. Il y a eu autre chose encore, une ordonnance le 1er décembre 2021, Philippe, relative à la mise en œuvre de la création de la 5e branche. Alors, ce n'est pas une branche sur laquelle se mettent les oiseaux, je suppose que c'est une branche supplémentaire. Sauf, Joseph, je me permets de vous interrompre, sauf si l'oiseau s'envole. Mais non, je plaisantais là-dessus. Bon, il y a beaucoup d'oiseaux dans les jardins en ce moment, ce qui est agréable. Donc, la création d'une 5e branche du régime général de la sécurité sociale. Je pense que pas mal de monde en a entendu parler. Est-ce que ça avance à quelque chose? Est-ce que c'est un leurre? Est-ce que c'est quelque chose qui va fonctionner? Où est-ce qu'on en est avec cette 5e branche? Alors, la 5e branche, il y a ce qu'on appelle de manière officielle l'ordonnance du 1er décembre 2021 qui a mis en œuvre, en effet, cette 5e branche du régime général de la sécurité sociale. Alors, si nous étions dans un monde d'espérance, un monde où, en fait, on se dit on est en train de construire et tant mieux, les choses sont en train de se mettre en place, je dirais que la mise en place de cette 5e branche aurait pu être un point positif. Le seul problème, c'est qu'on ne voit toujours rien de concret. En résumé, cette 5e branche qui a été créée, elle permet à la caisse qu'on appelle la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, donc la CNSCA, elle regroupe au sein de cette caisse la gestion des différentes dépenses liées à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Donc, en soi, la clarification de ce que je dirais l'architecture financière de cette prise en charge, oui, elle a le mérite d'exister. On est en train l'objectif est ici de tout réunir.
Mais encore une fois, le problème, c'est qu'on n'a rien derrière. C'est-à-dire que cette réorganisation, en aucun cas, consiste à une augmentation des moyens alloués à l'autonomie. Et Ouais. par exemple, le rapport Libaud les évaluait à 6,2 milliards d'euros supplémentaires en 2024, 9,2 milliards en 2030, donc, parce que le nombre des personnes âgées, bien évidemment, va accroissant. Et quant à la question du financement, il n'y a rien de défini. Alors, je vais répondre brutalement et directement à votre question, Joseph. Ouais. Oui, cette cinquième branche est malheureusement aujourd'hui un leurre. Ou, et c'est là où, à mon avis, nous avons intérêt à être très vigilants, ou alors une préparation à des décisions futures de financement sans rapport avec ce que notre fédération souhaite. On voit bien comment les choses se passent actuellement. Petit à petit, on met en place des structures, on ne les met pas par hasard, et là, notre vigilance doit être accrue et nous avons, je dirais, intérêt à bien regarder et à bien nous méfier de la suite qui peut être prévue. Oui, merci Philippe. Alors, bon, donc ça fait penser tout de suite à une autre question par rapport à ça. Les financements, donc on voit bien que pour le moment, il y a cette cinquième branche, mais on n'a pas mis d'argent dedans, donc ça ne fonctionne pas. Mais selon la fédération, selon vous, quels pourraient être les financements utiles, envisagés et qui auraient votre faveur à la fédération, à la FNAPAF et à tous les usagers? Alors, les financements, avant d'arriver directement à la réponse et à la position de la fédération, la FNAPAF, très rapidement, voyons quel type de financement à quel type on peut recourir pour justement remplir, si je puis dire, Oui. cette cinquième branche. Quelles Alors, sont les différentes options possibles? C'est ça, Alors, hein, la voilà, question. voilà. Et Oui. alors, il y a des financements à prélèvement obligatoire constant, hein, c'est le terme. Alors, à une certaine époque, on a parlé des excédents futurs de la sécurité sociale avant la période Covid. On voit bien la Mmh. période qu'on a vécue avec cette pandémie. Quand on parle d'excédents futurs de la sécurité sociale, eh bien, je dirais, on est peut-être, voire certainement, très loin d'en avoir. Il y avait une autre particularité qui est assez originale, qui est la mobilisation du fonds de retraite, du fonds de réserve des retraites. Là, c'est pareil, hein, on peut se poser certaines questions. Il y a un autre type de financement qui est celui de la hausse des prélèvements obligatoires. Bon, la journée de solidarité, l'affectation d'une hausse de la fiscalité sur les successions. Là aussi, on a intérêt quand même à regarder ce qui se passe sur ce type de financement, parce que les prélèvements obligatoires sur les successions, cela veut dire que les générations vont s'appauvrir. C'est-à-dire que Mmh. on est, disons-le, je pense que nous faisons partie, nous, dans notre tranche d'âge encore, à une génération qui peut-être subvenir à ses besoins, mais la suite. Donc, puiser sur l'argent et sur le patrimoine des personnes est un point extrêmement, non pas dangereux, mais très inquiétant. Et enfin, le troisième type de financement, qui est celui par une assurance publique obligatoire, je dirais qu'on peut rapprocher à celle des grands principes de la sécurité et de l'assurance maladie. Il y a une phrase qui éclaire bien cette raison de l'assurance maladie. Je cotise selon mes moyens et je reçois selon mes besoins. C'est-à-dire que tout le monde cotise, 100% des cotisants, sachant qu'on arrive à peu de choses près à 2,6% de bénéficiaires. Donc, il est très clair que pour nous, ce dernier type de financement à la faveur de la FNAPAF, parce que c'est celui qui permet aussi de garantir l'avenir, de recourir avec une assurance publique minime, Oui. d'affronter l'avenir et puis de cotiser, de cotiser encore une fois sur un montant extrêmement faible. Moi, je conclurai par ma réponse à votre question, Joseph. Je crois qu'il faut oser le dire aujourd'hui, c'est-à-dire que tout objectif de gestion libérale
Et je reprends les termes d'Agnès Buzyn, hein, les termes quand elle parlait de sujets hors normes, à la fois universels et intimes. Je pense que tout objectif de gestion libérale, lorsqu'on a utilisé des termes tels que ceux d'Agnès Buzyn, n'est plus acceptable. La puissance publique doit jouer son rôle dans ce cinquième risque. Disons qu'il faut oser le faire. Mm. Alors, effectivement, merci. Bon, je suis frappé par un certain nombre de choses là qu'il y a dans votre dernier paragraphe, Philippe. Il faut bien faire pour nos auditeurs, il s'agit bien de financement par une assurance publique. Parce que nous avons souvenir, je fais un petit écart là, si Bien vous sûr. permettez, il y a eu à un moment donné, il y a quelques années, on déviait un peu vers des assurances privées. Or ici, dans l'idée, c'est réellement un financement par une assurance publique obligatoire, ce qui fait le lien en effet avec le cinquième risque et l'abondement en finance de cette cinquième branche de la sécurité sociale. Est-ce que je me trompe en disant ça? Mais pas du tout. Et puis, merci d'appuyer sur cette question d'assurance publique, puisqu'on a une certaine expérience, voire une expérience certaine dans des assurances privées, par exemple les assurances dépendance. Ce n'est pas le sujet direct que nous développons là aujourd'hui ensemble, mais je sais que les assurances dépendance, aujourd'hui, il faut oser le dire, on arrive à un échec. C'est-à-dire que ce soit dans la manière de déclencher, les requis pour les déclenchements, les montants qui sont versés par les assurés. C'est un échec. Les assurances dépendance aujourd'hui, qui ont été souscrites par beaucoup à une certaine période, parce que c'était la seule possibilité pour les personnes qui s'inquiétaient de leur avenir. Elles se sont inquiétées de leur avenir et c'était le seul recours. Oui. Et on en vient en effet à cette notion, et vous insistez là-dessus, et vous avez parfaitement raison, c'est bien l'assurance publique et non pas l'assurance privée. Oui, merci bien Philippe. Merci beaucoup Philippe Troulard pour ces informations et cette analyse. Encore juste un mot avant de nous quitter, si vous voulez bien, pour vous dire qu'il y a 3 autres vidéos qui sont en ligne sur différents thèmes très proches de celui qui ont été évoqués ici avec vous ce matin, Philippe. Il y aura un autre thème sur la démocratie sociale, la place des résidents et des familles, le rôle perçu des ARS. Mais la démocratie sociale, ça sera un point très important et nous vous invitons à regarder cette vidéo en ligne. Il y a un autre thème sur le fonctionnement des EHPAD. Les EHPAD, gros sujet, énorme sujet. Et le scandale Orpea, justement, a réveillé l'attention du public sur le fonctionnement des EHPAD. Enfin, il y a une autre vidéo, une dernière vidéo sur la place d'importance croissante du commercial dans le dispositif d'accompagnement, ce qui nous ramène encore une fois à la question des assurances publiques, la place importante du dispositif commercial avec des interrogations importantes sur ce sujet. Quelle est réellement la place du lucratif privé dans l'accompagnement de tous nos anciens que nous aimons bien? Merci bien pour votre écoute. Merci.